Bonjour à tous, je suis Baptiste, du coup le cofondateur de l'école IA, école immersion en anglais. Une école qui ouvre à Saint-Paul-de-Jarrat tout bientôt, on l'espère. Alors déjà, je veux vous dire un grand merci. On est en février, début février 2023, pour ceux qui regarderont la vidéo bien plus tard que le moment où je la publie. On est début février 2023, on a lancé une campagne de levée de fonds et on a déjà récolté 1400 euros. Donc merci aux super généreux contributeurs à cette campagne de levée de fonds. Notre objectif c'est 13 000 euros. Et du coup, je vous remets dans la description de cette vidéo et en commentaire un lien vers la campagne de levée de fonds. Tous les dons sont bienvenus, tous les dons sont utiles, même 5 euros, 10 euros, des petits dons, ceux que vous pouvez, c'est utile. Et évidemment, des grands dons vont encore plus loin. Alors justement, cette vidéo, elle est sur pourquoi tant d'argent, pourquoi a-t-on besoin de tant d'argent? Et pas seulement tant d'argent dans la levée de fonds, la campagne de levée de fonds actuelle, pour lequel l'objectif est 13 000 euros, mais également tant d'argent d'une manière générale pour ouvrir l'école IA. Et tant d'argent, c'est donc y compris également pourquoi a-t-on besoin de tant d'argent, pourquoi les frais de scolarité sont élevés selon beaucoup de personnes, et donc pourquoi tout ça, pourquoi tout cet argent. Alors je veux l'expliquer dans cette vidéo. Je veux déjà vous faire prendre conscience, pour ceux qui n'en ont pas encore, que l'école publique coûte beaucoup d'argent. C'est juste qu'on ne le paye pas, en tout cas on ne le paye pas de notre poche lorsqu'on inscrit son enfant, c'est le système des impôts, le système généralisé du coup du pays qui finance l'école publique et qui du coup fait qui invisibilise en fait l'argent nécessaire au fonctionnement de l'école publique. Mais l'école publique coûte beaucoup. C'est 7 000 euros environ par enfant de maternelle par an. Il faut aussi prendre en compte que les campus, c'est-à-dire les locaux, sont déjà disponibles, sont déjà construits, ils ont déjà été payés. Il y a évidemment des frais qui vont avec et qui sont compris dans les 7 000 euros, mais les campus existent déjà. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent également pour l'école publique. Alors, lorsqu'on ouvre une école privée, et donc c'est la seule façon d'ouvrir une école en France, c'est une école privée, c'est une école privée hors contrat, ce qui veut dire qu'on a une plus grande liberté pédagogique, mais ça veut également dire qu'on a absolument zéro soutien financier de l'État. On doit donc trouver les fonds par nous-mêmes. Donc les fonds pour le local, les fonds pour rémunérer le personnel, les fonds pour le matériel à mettre à l'intérieur du local, donc par exemple en maternelle, les jeux, les jouets, les livres, également en élémentaire les livres, mais également l'ameublement tout simplement. Il faut savoir que tout ça coûte cher. D'une part, ça coûte cher en soi, vous l'imaginez bien, mais ça coûte encore plus cher que ce que vous achetez pour votre propre maison. Tout doit être à des normes qui sont adaptées aux collectivités. Et évidemment, comme c'est donc un marché qui est une niche et qui souvent en plus le client principal c'est le gouvernement, les prix de tous ces objets sont beaucoup plus élevés. Donc les prix par exemple d'une table qui est adaptée aux normes des collectivités sont bien plus élevés que ceux d'une table que vous achèteriez pour votre salon, pour vos enfants. Les prix voilà, de tout ce qui est matériel qui va aller dans une école est en fait beaucoup plus élevé. Par exemple, si on prend le, le, une aire de jeu, si on va construire des structures de jeu, vous ne pouvez pas simplement aller dans un magasin de jouets et acheter un toboggan. Celui-ci ne sera pas aux normes des collectivités. Il faut en acheter un qui aura un prix bien plus élevé, plus que le double, le triple parfois encore plus, pour qu'il soit aux normes collectivités. Des normes qui sont utiles parce que ça veut dire que c'est un toboggan qui est beaucoup plus solide et qui va donc pouvoir résister à beaucoup plus d'enfants qui sont constamment en train de jouer dessus. Il y a aussi plein de frais supplémentaires que vous n'auriez pas, vous, dans votre jardin. Par exemple, on doit avoir un panneau qui indique pour quels âges sont destinés les jeux de l'aire de jeu. Il y a des tas de choses comme ça qu'on doit rajouter lorsqu'on commence une école, lorsqu'on a une école, et qui rajoute donc forcément des frais. Donc ça, c'est déjà une chose à garder en tête, c'est que tout ce qui est déjà existant dans l'école publique ne l'est pas dans une école en ouverture. Tout ce qui est déjà existant dans une école privée qui est ouverte depuis longtemps également, c'est-à-dire ils ont les locaux, peut-être qu'ils ont complètement rentabilisé au moment où on regarde une école donnée, ils ont déjà le matériel, etc. Tout ce qui est déjà existant ne l'est pas dans une école en ouverture. Donc nous, on doit amortir ces frais qu'on amortit sur plusieurs années pour couvrir le matériel, l'ameublement, les locaux. Il faut également payer le personnel. Alors pour les gens qui n'ont pas été en lien avec le recrutement de personnel, en France, on a beaucoup de charges sociales.
Ces charges sociales sont très utiles parce qu'elles permettent de payer l'assurance chômage, les retraites, elles permettent de payer l'assurance invalidité, enfin tout un tas de bénéfices sociaux desquels on peut profiter. Ils sont obligatoires. Et donc, bien qu'ils soient fort utiles, ils sont par contre élevés. Ils font quasiment doubler le revenu qu'un employé reçoit. Donc, l'employé va recevoir un certain revenu. Nous, on doit mettre à peu près quasiment une somme équivalente en plus pour payer toutes les charges sociales. Les charges sociales, qu'elles soient salariales ou patronales, en réalité, sont payées par le patron, puisque ce n'est pas ce qui est perçu par l'employé. Du coup, tout ça, on doit le rajouter. Donc, il faut déjà penser que le personnel coûte cher, même s'il n'est pas forcément payé chèrement. Le personnel va coûter cher. Le personnel, en plus, a des revenus minimums qui sont imposés. Il y a des conventions collectives qui imposent certaines règles aux écoles privées hors contrat, donc c'est-à-dire aux écoles qui sont en création. Et notamment, dans les règles imposées, c'est un salaire minimum pour tous les membres du personnel. Un salaire minimum qui est bien au-dessus, enfin, qui est au-dessus du salaire minimum du SMIC. Donc ça, c'est quelque chose également à prendre en compte. Le personnel coûte cher. En plus de cela, nous, on veut un taux d'encadrement que nous, on considère nécessaire pour avoir une qualité excellente. Lorsque nous avons décidé, Hannah et moi, d'ouvrir, donc les deux cofondateurs, d'ouvrir l'école IA, c'était pour ouvrir quelque chose d'excellence, pour ouvrir une école qui est mieux que ce qu'on avait déjà vu. Sinon, on aurait tout simplement décidé de rejoindre un projet existant. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est mieux, selon nous. Une des choses qui fait que c'est mieux, c'est qu'on a un très beau taux d'encadrement. En maternelle, on promet un taux d'encadrement d'un adulte pour 5 enfants. En élémentaire, on ne va pas avoir un taux d'encadrement aussi réduit parce que les enfants ont atteint un stade de maturité qui permet d'avoir un adulte pour beaucoup plus d'enfants, donc ça sera 1 pour 15. Mais dans tous les cas, on veut un bon taux d'encadrement. Certaines écoles privées hors contrat ne mettent pas la priorité sur le taux d'encadrement et du coup, forcément, elles peuvent réduire leurs frais parce que si on a au lieu de 15 enfants pour un adulte en élémentaire, si on en a 30 pour un adulte, bah forcément, il y a 30 fois les frais pour rémunérer une seule personne. Donc, ça réduit les frais. Donc, si on nous pose la question, oui, mais vous avez des frais d'inscription, de scolarité qui sont plus élevés qu'une telle autre école privée hors contrat, pourquoi? Donc là, il faudra répondre à cette question de différentes façons. D'une part, parce que nous, on est en création, donc il faut tous les frais de lancement, par exemple l'aménagement du local, etc., dont je viens de parler, mais également parce qu'on a un meilleur taux d'encadrement que beaucoup d'écoles. Il faut aussi savoir que, donc si on est dans la comparaison, une école privée hors contrat peut être le personnel d'une école privée hors contrat peut être également bénévole. Ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal. Et c'est le choix que font beaucoup d'écoles privées hors contrat. Il y a des écoles privées hors contrat qui ont même que des bénévoles au sein de leur équipe. Donc celles-ci, forcément, ont des taux d'inscription beaucoup plus bas, mais qui sont donc en fait artificiellement bas parce que les personnes en question qui gèrent l'école et qui la font fonctionner ne se rémunèrent pas. Il y a des écoles qui ont plutôt quelque chose au milieu entre ça et nous, qui ont une équipe rémunérée, mais qui par contre demandent une implication très forte des parents avec des heures obligatoires de bénévolat toutes les semaines pour faire fonctionner l'école et du coup pour pouvoir garder des frais d'inscription plus bas. Nous ne faisons pas ce choix-là parce que nous trouvons que c'est déjà beaucoup de choses d'être parent, c'est beaucoup de choses de faire un choix éducatif pour ses enfants et de devoir les accompagner dans leur enseignement, que ce soit dans leur scolarité, que ce soit dans notre école ou dans une autre. Et donc on trouve ça pas très raisonnable de demander aux parents de devoir en plus contribuer à raison de beaucoup d'heures par semaine au fonctionnement de l'école. On trouve que c'est pas forcément efficace non plus d'un point de vue pédagogique parce qu'on se retrouve avec plein de parents qui certes ont chacun quelque chose d'intéressant à amener, mais qui ne sont là que que pour des périodes, des moments qui sont finalement trop courts pour avoir une organisation dynamique et efficace au niveau de l'école. En tout cas, ça n'est pas notre vision. Il y a d'autres écoles pour qui c'est la vision et donc peut-être qui portent leur vision très bien. Nous, ça n'est pas la nôtre. Donc forcément, par contre, ça veut dire qu'on ne repose pas sur du bénévolat et donc on repose sur du personnel qui est rémunéré en échange du coup du fait que les parents puissent déléguer complètement la scolarité de leurs enfants à nous, à l'école IA. Et donc forcément, il faut répercuter ça sur les frais de scolarité pour pouvoir
rémunérer le personnel. Enfin, si on reste sur l'esprit de comparaison de pourquoi est-ce qu'on a des frais de scolarité plus élevés que d'autres écoles, il faut penser aussi aux dons qu'ont reçus les autres écoles. Certaines autres écoles ont des locaux qui leur ont été donnés, tout simplement. Ils ont réussi à trouver des sponsors qui leur ont donné généreusement le campus entier, parfois. Certains ont eu des dons moindres, mais un don auquel on ne pense pas forcément, c'est celui des cofondateurs, ou des fondateurs tout court. Les fondateurs dans beaucoup d'écoles investissent en fait leurs propres biens, leur propre argent. Nous, c'est ce que nous faisons également. Visiblement, nous n'avons pas autant à investir que d'autres personnes. Nombre d'écoles qui ont des frais plus moindres, c'est parce qu'ils font l'école dans leur propre propriété, dont ils sont déjà propriétaires. Ils aménagent avec leur argent la grange qu'ils ont au fond du domaine, ou la moitié de la maison qui de toute façon était à rénover, ou ils sacrifient leur salon, ils le mettent aux normes ERP, qui sont les normes nécessaires pour pouvoir recevoir du public. Et ils font ça avec leur propre argent en utilisant leur propre propriété, qui est déjà le cas. Ils avaient déjà cette propriété. Donc en fait, ça c'est un don, on ne le voit pas comme un don, mais c'est un don que les fondateurs ont fait à l'école qu'ils fondent. Ils donnent toute une partie en fait de leur patrimoine privé pour que l'école puisse avoir besoin de moins d'argent et du coup avoir à demander des frais de scolarité plus bas. Alors quand des écoles trouvent toutes ces solutions, c'est génial. Et si vous avez des solutions à nous apporter, on est tout à fait réceptif à des idées et donc à mettre en place celles qui peuvent aider à réduire les frais de scolarité. C'est génial, on n'est pas du tout dans la critique de ces autres écoles, tant mieux si d'autres écoles peuvent réduire les frais, c'est merveilleux. Nous n'avons pas de maison à donner, nous n'avons pas une partie de notre maison à scinder et à rénover à nos propres frais pour réduire les frais de scolarité, nous n'avons pas à faire ça. Nous n'avons pas le patrimoine pour faire ça. Nous n'avons pas non plus l'envie de reposer sur du bénévolat. Nous n'avons pas non plus, nous ne sommes pas non plus établis depuis des années, ce qui permet d'avoir déjà amorti le campus et le matériel. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est permis. Par contre, on peut encore trouver des mécènes. Si vous êtes d'ailleurs une personne intéressée pour sponsoriser l'école à hauteur d'une somme bien plus importante, contactez-nous. Sachez que ce sont des dons défiscalisables. Ça, c'est tout à fait bienvenu, évidemment. Il faut savoir que nous, dans les frais de scolarité que vous allez payer, ça repose déjà quand même sur un don. Ils sont déjà artificiellement bas. Nous avons déjà fait des campagnes de levée de fonds avant celle de février 2023. Nous en avions déjà fait, qui nous a permis d'acquérir de faire l'acquisition de tout le matériel que nous avons déjà. Nous avons la personne qui nous loue les locales a déjà elle-même aussi investi de l'argent, pris le risque d'investir de l'argent avant qu'on commence à lui payer les loyers pour faire une partie des travaux de notre local. Nous avons, en plus de ça, nous aussi, ça fait, donc les deux cofondateurs, ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sans se rémunérer à l'ouverture de l'école. On va faire ça pendant une demi-année de plus. Donc il y a également tous ces dons en fait qui ont été faits et qui permettent à ce que les frais de scolarité de notre école soient ce qu'ils sont et non pas plusieurs milliers d'euros de plus par an. Donc il faut vraiment tout relativiser. Parfois des personnes nous disent c'est élevé quand même, c'est cher. En fait non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas cher. Cher, ça veut dire quelque chose qui a un prix bien plus élevé que sa valeur. Alors d'une part, notre école, nous sommes en train de créer une école d'une excellente qualité. En tout cas, c'est vraiment ce que nous croyons et ce que croient, j'imagine, les gens qui nous rejoignent et souhaitent inscrire leurs enfants dans notre école. Donc non, le prix n'est pas beaucoup plus élevé que la valeur. Si on en va rester qu'à la valeur, ben, le prix des frais de scolarité devrait être encore plus élevé. Et d'autre part, cette valeur, donc si on pense à une valeur simplement financière, est tout à fait justifiée, puisque donc le prix est tout à fait justifié par rapport à la valeur financière, puisque c'est l'argent dont on a besoin pour financer le local, le personnel, etc., donc tout ce dont je vous parlais, l'assurance, etc. Si après des gens sont des génies et savent faire des calculs encore mieux que nous, ou ont des solutions auxquelles on n'a pas pensé, encore une fois, je vous le dis, on est réceptif à vos idées, n'hésitez pas à à nous les envoyer, ou à nous en faire part. Toutefois, moi, on a beau tourner les calculs dans plein de sens différents, il nous semble que les frais de scolarité dont on a besoin pour l'offre pédagogique qu'on veut faire sont ceux qu'on a décidé, qu'on a déterminé. Il faut penser aussi qu'il y a des écoles en France qui sont même encore plus chères.
Il y a des écoles internationales, par exemple, qui sont principalement à destination des expatriés, c'est-à-dire des non-français qui viennent en France pour quelques années puis vont repartir. Ces écoles sont souvent à minimum 1 000 euros par mois. Elles vont même jusqu'à des tarifs bien plus élevés. Euh, et elles aussi, elles sont justifiées parce que l'offre qu'elles donnent, c'est donc encore supérieur, par exemple, avec le matériel qu'elles mettent à disposition. Ou par exemple avec le campus flamboyant qu'elles mettent parfois à disposition. Ou par exemple avec des ratios parfois encore meilleurs que les nôtres. Euh, donc il faut vraiment relativiser les choses. Il faut penser que on pourrait être encore plus élevé pour avoir une excellence encore plus élevée à offrir. Nous, on trouve déjà que effectivement c'est un budget que les familles doivent consacrer et auquel elles doivent réfléchir, donc forcément on ne veut pas faire plus élevé. Mais c'est également donc ce qui justifie qu'en dépit de frais de scolarité qui peuvent paraître élevés, on a besoin de quand même faire des campagnes de levée de fonds. Parce que nos frais de scolarité permettent une certaine chose. Si on veut avoir encore plus de matériel pédagogique à disposition, si on veut avoir encore plus, par exemple, de structures de jeu, si on veut avoir encore plus en fait à offrir, il faut donc sans cesse continuer des campagnes de levée de fonds, soit auprès du grand public, soit auprès de personnes ou d'entreprises spécifiques. Mais dans tous les cas, il faut continuer à démarcher. Démarcher vous, les gens, démarcher autour pour continuer à faire des campagnes de levée de fonds. Nous, notre budget, il est à l'équilibre toutefois, ce qui veut dire qu'avec les frais de scolarité qu'on a choisi de fixer, on est à l'équilibre. Donc les campagnes de levée de fonds permettent d'avoir encore plus. Là, la campagne de levée de fonds actuelle de février 2023 permet d'aller jusqu'à l'ouverture, puisqu'on a eu du coup des décisions administratives qui nous ont retardé l'ouverture, et donc qui fait qu'on a des frais supplémentaires euh, qu'on n'avait pas particulièrement prévus. Si toutefois, une fois que l'école est ouverte, les frais de scolarité permettent de rentrer à l'équilibre, et donc on ne va pas faire des levées de fonds par exemple pour vous dire ah mince on n'a pas d'argent pour rémunérer tel prof les derniers mois de l'année. Ça ne sera pas le cas. Nous, notre budget est à l'équilibre. Ce qui est d'ailleurs une autre raison pour laquelle on a des frais de scolarité qui peuvent être plus élevés que d'autres écoles qui ont de manière qui n'est pas forcément très réfléchie, décidé d'avoir des frais de scolarité beaucoup plus bas pour pouvoir être accessibles, mais qui en fait galèrent tout le temps et donc au bout d'un moment doivent fermer l'école. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles du tout, hein, mais certaines écoles font cette erreur et du coup c'est un choix en fait déraisonné qui au final conduit à la fermeture d'école. Donc nous ce n'est pas le cas. Une fois que vous payez les frais de scolarité, ça nous permet d'être à l'équilibre. Par contre, on doit continuer à faire des campagnes de levée de fonds pour avoir tout ce qui est en plus. Je veux juste préciser une dernière chose. À l'issue de cette vidéo, peut-être que certains d'entre vous se disent oui, bon, ben, d'accord, très bien, mais moi j'ai des amis qui mettent leurs enfants en école privée et ils payent 100 euros par mois ou 50 euros par mois. Oui, dans ces cas-là, ce sont des écoles privées sous contrat. C'est par exemple la plupart des écoles catholiques de France sont des écoles privées sous contrat. École privée sous contrat, ça veut dire que c'est une école privée qui a commencé comme une école privée hors contrat, il y a longtemps généralement, qui au bout de 5 ans a fait la demande au rectorat de passer sous contrat. Et puis le rectorat, pour le coup, pour elle, a dit oui. Le rectorat n'est pas du tout obligé de dire oui. Une école privée sous contrat, c'est donc une école qui est, qui a passé un contrat avec l'État. Cela veut dire qu'elle reçoit de nombreux financements et notamment le plus gros, c'est que le gouvernement rémunère les enseignants. Les enseignants qui d'ailleurs sont des fonctionnaires. Donc ça enlève le plus gros du budget de l'école. Et également, l'école privée sous contrat, en revanche, a en contrepartie de grandes obligations, notamment pédagogiques. Ils perdent toute une grande partie de leur liberté pédagogique. Par exemple, ils ne gèrent plus leur recrutement de manière aussi libre, voire plus du tout libre, comme le font les écoles privées hors contrat, comme la nôtre. Mais également, ils perdent de la main sur le nombre d'heures que chaque matière doit avoir. Ils perdent la main sur tout ce qui est pédagogie. En gros, ils doivent faire comme les écoles publiques et ils ont le droit de faire en plus. Par exemple, ils peuvent rajouter de la religion en plus. Ils peuvent rajouter un programme pédagogique spécifique en plus. Mais ils doivent suivre le programme de l'éducation nationale à la lettre, ils doivent suivre les horaires à la lettre. Ils doivent en fait être quasiment une école publique, mais où ils peuvent faire des choses en plus. Ce qui fait d'ailleurs que certaines réussissent malgré tout à être des écoles remarquables à bien des points de vue. Dans tous les cas, ça veut dire que
à ce moment-là, effectivement, ils peuvent réduire drastiquement leurs frais de scolarité puisque le personnel est payé par l'éducation nationale. En plus de ça, comme ce sont souvent des écoles catholiques qui sont des écoles privées sous contrat, le diocèse généralement entre en compte et par exemple met à disposition un local. Donc le local également, ça fait un frais en moins qu'ils doivent payer. Et donc c'est là qu'ils peuvent se permettre d'avoir 50 euros peut-être par mois et donc simplement des frais de scolarité de 500 euros ou de 1000 euros. Mais il faut savoir que donc ces écoles-là, elles reçoivent énormément de financement, c'est ça qui leur permet d'avoir des frais de scolarité bien moins élevés. Mais par ailleurs, elles sont très peu différentes des écoles publiques. Et d'ailleurs, ce sont souvent des choix différents qui motivent les familles à mettre leurs enfants dans une école privée hors contrat ou à mettre leurs enfants dans une école privée sous contrat. Donc j'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu sur les raisons des frais de scolarité de notre école, mais également de toutes les autres écoles privées hors contrat. J'espère également que ça vous éclaire sur les raisons de pourquoi on semble avoir sans cesse besoin d'argent, y compris en faisant des campagnes de levée de fonds en plus des frais de scolarité. Et donc j'espère que ça vous donne envie de contribuer aux campagnes de levée de fonds. Je vous rappelle que dans une campagne de levée de fonds, tout don est utile. Si on a 1000 personnes qui donnent 5 euros, ça fait 5000 euros. Si on a 100 personnes qui donnent 50 euros, ça fait 5000 euros aussi. Donc, si vous pouvez donner 50 euros, allez-y. Si vous pouvez donner 500, allez-y. Si vous pouvez donner simplement 5 euros, allez-y aussi, c'est toujours utile. Vous pouvez donner 2 euros, donnez 2 euros. C'est également utile.